Nous avons assisté le 21 mars 2013 à une conférence débat à Lausanne sur le thème Congo, un génocide silencieux, organisé par l'association Congo Solidarité que préside M. Roger Poiti. Tour à tour sont intervenus M. Charles Onana, M. Pierre Péan et M. Patrick Mbeko. Vous allez suivre dans quelques instants les interventions de ces trois écrivains ainsi que leurs interviews. Merci de nous faire confiance. Bonjour Charles Onana. Oui, bonjour. Vous êtes en Suisse à Lausanne pour une conférence. Vous avez été le premier conférencier et vous avez expliqué avec brio, vous avez livré les résultats de vos recherches avec brio dans la salle. Alors, pourquoi avoir écrit ces livres pour, disons, sur le rôle de la France dans la tragédie rwandaise ? Tout simplement parce qu'il y a eu énormément d'accusations portées contre François Mitterrand, contre l'armée française, sur son rôle supposé ou réel dans les événements du Rwanda. Et je pensais que les accusations qui avaient été portées à la fois contre Mitterrand et contre l'armée française reposaient uniquement sur un certain nombre de choses ou de données qui étaient pour l'essentiel invérifiables. Oui, donc j'ai essayé donc de regarder sur quoi reposaient effectivement toutes ces accusations. Je me suis rendu compte que la plupart de ces accusations reposaient sur des données qui étaient invérifiables. Par exemple, que François Mitterrand avait préparé le génocide contre les Tutsis. Et je me suis posé la question, quelles étaient les motivations de François Mitterrand pour aller préparer un génocide contre les Tutsis? Qu'est-ce que ça lui rapportait sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique, sur le plan personnel? Et qu'au même moment, le président Mitterrand était malade, donc il souffrait d'un cancer de la prostate. Et on ne voit pas pourquoi il aurait mené une telle action. Et donc, en essayant d'examiner toutes ces accusations une à une et essayer de voir les éléments qui permettaient de les étayer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc, un certain nombre de personnes, je crois, avaient envie de régler les comptes avec François Mitterrand, soit sur les questions de la Seconde Guerre mondiale, son rôle dans la Seconde Guerre mondiale ou d'autres dossiers. Et le dossier du Rwanda a été un prétexte tout trouvé pour pouvoir l'accuser de façon extrêmement violente. Et je trouvais que c'était injuste de laisser ce genre d'accusation prospérer alors qu'elle ne reposait en fait sur rien de précis. Est-il facile pour un intellectuel africain, un écrivain africain de naviguer à contre-courant de la propagande ambiante ? Non, ce n'est jamais, facile pour personne de naviguer à contre-courant, mais lorsque vous naviguez à contre-courant, c'est probablement très souvent parce qu'il y a des choses qui sont inexactes, il y a des choses qui sont imprécises, il y a des choses qui sont très souvent fausses. Et donc, quand vous découvrez un certain nombre de données extrêmement précises sur lesquelles vous apportez des preuves, etc., eh bien, d'abord, c'est très difficile de remettre en cause le discours officiel. C'est encore plus difficile de convaincre les gens lorsqu'ils ont déjà été suffisamment endoctrinés sur une version des faits. Et pourtant, on a comme l'impression, c'est une impression vérifiable, que les trios d'écrivains que vous constituez avec Patrick Mbeko et Pierre Péan, c'est comme si on a jeté sur vous une chape de plomb qui fait que vos ouvrages tourne en quelque sorte underground, chez les initiés. Ça n'atteint pas les grands publics et c'est comme si vous êtes ostracié au niveau des grands médias. Quelle est votre réaction par rapport à cette affirmation? En tout cas, en ce qui me concerne, Pierre Péan, c'est différent parce que Pierre Péan, il a été connu pendant très très longtemps sur ses travaux, etc. Bon, moi, mes ouvrages sont très très bien appréciés par de nombreux, que ce soit des gens en France, au Congo-Kinshasa, au Rwanda, dans la région des Grands Lacs de manière générale. Mais si vous voulez, le problème, c'est que on ne fait pas, moi je ne fais pas partie des gens qui pensent que pour être valable, pour que votre enquête soit valable, il faut que vous passiez sur TF1 ou sur France Télévisions. Je m'en moque éperdument de passer ou de pas passer. Ce qui est important, c'est d'être contredit sur les éléments précis que je mets sur la table. Et pour l'instant, dans la plupart de ces enquêtes, il n'y a pas de contradiction sérieuse documentée sur mes enquêtes. Donc, le fait d'être ostracisé ou d'être marginalisé, entre guillemets, par un certain profil de médias, je m'en moque éperdument. Êtes-vous un révisionniste comme certains ont commencé à l'affirmer déjà imprudemment?
Mais je ne sais pas ce que ça veut signifier être révisionniste. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement de remettre en cause le discours officiel ou l'histoire officielle dès lors que cette histoire est présentée comme vraie. Et donc, par exemple, les événements du Rwanda ont été présentés sous une certaine forme, avec un discours qui, pour l'instant, ne me paraît pas le discours le plus précis, le plus valable sur ces événements. Donc, j'ai remis tout ça en cause. J'ai montré que c'est M. Kagame qui a abattu l'avion le 6 avril 1994. Les membres de la rébellion Tutsi sont de plus en plus nombreux à affirmer, à soutenir que c'est Kagame qui a abattu l'avion. Ils détiennent même des preuves qu'ils veulent fournir à la justice française pour cela. Donc, moi, je suis ravi que j'ai eu raison avant le temps. Ça n'a pas été facile d'avoir raison avant le temps, mais ce qui est important, c'est de constater que tout ce que j'avais dit sur les événements du Rwanda, 20 ans après, des années, etc., tout cela est confirmé. Non pas par moi, mais par à la fois la justice d'Arusha. Beaucoup de gens ont été acquittés à Arusha. Et aujourd'hui, les membres même de la rébellion Tutsi disent que c'est Kagame qui a battu l'avion. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci beaucoup, M. Charles Onana. On n'aura le débat que sur le génocide. Et tout le monde ne parlera que du génocide. Et le génocide va devenir un leitmotiv dans lequel vous n'avez pas de place pour poser des questions. Parce que si vous posez des questions, on vous dit vous êtes négationniste, vous êtes révisionniste. Et il n'y a pas à être révisionniste ou négationniste lorsqu'on veut comprendre. Il se passe qu'on va assister à une série d'arguments qui, parce que moi, je vais essayer de prendre les choses à l'envers. Ces arguments sont les arguments qui sont utilisés par le gouvernement rwandais. Le président Kagame, l'armée patriotique rwandaise, le Front patriotique rwandais, bon, qui vont dire que, eh bien, les phares et les Interahamwe, c'est-à-dire l'armée gouvernementale Hutu, après la mort d'Habyarimana, va se déporter sur le territoire congolais en fuyant la guerre, en étant battu militairement par ceux qui sont en train d'être génocidés. Je ne sais pas si vous voyez la cohérence. Un peuple qui est en train d'être génocidé et en même temps en train de gagner et remporter une victoire militaire sur la majorité de la population en décimant complètement l'armée gouvernementale nationale qui, à ce moment-là, est moins puissante. Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Et votre nouveau surnom, c'est Mzee Péan. Bah, c'est-à-dire je suis vieux, alors c'est une façon de dire que non seulement je suis vieux, mais je serais peut-être un peu sage en plus. Ah ben, ça c'est vrai. Alors, vous avez écrit un livre qui a fait l'actualité, c'était Blanc menteur, Noir fireur, et vous avez connu un horrible procès qui est allé du premier degré à la cassation. Oui. Qu'est resté-il au vieux après avoir subi une telle épreuve? Bah, ça a été très dur. Très dur. Je travaille depuis 1969 dans ce métier. J'ai eu une cinquantaine de procès, mais là c'était terrible parce que on mettait en cause le plus profond de moi-même. C'est-à-dire quand vous êtes traité de négationniste, révisionniste, et qu'on vous compare à un nazi ou à Forisson, eh bien, je croyais que j'avais le cuir épais. Je crois que je l'avais un peu, mais pas assez pour subir ces coups terribles. Et donc j'ai gagné tout, mais ça laisse des traces, Bah après cela, vous avez écrit Carnage, que j'ai lu avec attention de la première à la dernière page, mais les faits que vous relatez dans Carnage sont tellement graves à l'est de la République démocratique du Congo que sincèrement, j'ai lu des ouvrages d'horreur, j'avais du mal à vous croire. Ben, moi aussi, j'avais même du mal à écrire ça. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de violence, je dirais, j'emploie le terme qu'a employé Emma Bominino sur ce qui s'est passé au Congo 96-97 en parlant de boucherie. Ce qui est terrible quand j'ai enquêté là-dessus, c'est de voir à quel point, même moi qui suis quand même pas mal informé, de voir à quel point l'opinion internationale n'avait pas pris la mesure, n'a pas voulu savoir, c'est à fermer les yeux sur ce qui s'est passé, quelque chose d'absolument horrible. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans toute cette région des Grands Lacs est la pire chose qui a eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, en réponse finalement aux attaques que j'ai eues dans ces procès, ça a été au fond d'essayer de comprendre un peu plus, de passer un peu plus de temps, essayer de replacer toute cette histoire dans un contexte plus large, d'essayer de comprendre
comprendre les changements géopolitiques, de comprendre la nouvelle conférence de Berlin, et de voir les rapports de force qui sont installés depuis surtout la chute du mur de Berlin. Et donc je tente de donner dans Carnage quelques clés d'explication de ce qui s'est passé et qui continue à se passer dans les Grands Lacs. Vous avez écrit un article très remarqué sur une des solutions que vous préconisez au problème à l'est du Congo. Vous avez préconisé que les Tutsis regagnent leur mère patrie, le Rwanda. Est-ce que vous assumez cet article? Je sais pas, enfin je ne vois pas d'ailleurs à quel papier vous faites référence, mais ce qui est sûr, c'est que moi je propose pas de solution. J'analyse et je lis tout simplement. Je lis les rapports de l'ONU les uns après les autres et que ça ne bouge, personne ne bouge. Or, depuis le premier rapport de l'ONU, il date de 98. Et dans, ce premier rapport sur ce qui se passe donc à l'est du Congo, il y a le mot génocide qui est employé. T'as pas encore de certitude, mais eh bien, les rapports se succèdent année après année, et il se passe rien. Et donc le M20, un jour ils s'appellent un nom, maintenant les noms récents des Rwandais et des Ougandais c'est M23, tout continue et rien ne se passe. Votre prochain livre et les mots de la fin? Oh bien, je participe à un livre sur Qatar avec un angle bien spécifique, le Qatar comme miroir des élites françaises. C'est-à-dire que tout ce que peuvent faire les Français pour essayer d'avoir un peu d'argent du Qatar. Bonne route et bonne chance au musée. Et déjà, ce qui m'a... je bourlingue, je navigue, j'ai écrit depuis 1969, ça fait déjà donc un certain temps. J'ai travaillé sur le KGB, j'ai travaillé sur les services secrets, j'ai travaillé sur des choses très très délicates. Mais ce que j'ai vu en enquêtant sur le Rwanda dépasse tout ce que j'avais pu voir avant. Et le titre, blanc, la partie peut-être la plus importante dans mon livre, c'est Blanc menteur. Parce que toute cette histoire, et Charles en a déjà parlé pas mal, c'est que je pense que la tragédie rwandaise est peut-être déjà enseignée dans les écoles de guerre, mais comment elle a été menée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors je vais aller très très vite, mais je suis obligé d'en parler parce qu'aujourd'hui, la vérité, que ce soit au Rwanda ou dans les Grands Lacs et donc surtout au Congo, ne peut pas arriver, ne peut pas émerger si avec tout le système de propagande qui a été imposé. Pour aller très vite, avant même le premier coup de feu de la rébellion Tutsi, ils avaient compris qu'on était en train de changer d'air et que la propagande était essentielle, mais pas la propagande classique, la propagande faite auprès des ONG qui devenaient des acteurs importants à un moment où la puissance des États diminuait. Et donc ceux qui ont lancé la rébellion, avant même de donner le premier coup de feu, ont fait une opération que je trouve géniale. Elle est diabolique, mais elle est géniale en même temps. C'est que arriver à se faire passer, donc avant le premier coup de feu, comme des victimes, et d'imposer jusqu'à maintenant le fait que c'est eux qui ont agressé et c'est eux qui sont victimes. Et donc, le mot génocide a été prononcé par ceux qui faisaient la propagande avant même le premier coup de feu. Si bien que quand la guerre a été enclenchée, donc grâce au soutien de l'Ouganda, eh bien, il y a eu pourtant des massacres énormes dans le nord du Rwanda, mais de façon aussi très habile, jamais un journaliste n'a pu y aller. Les journalistes n'avaient le droit que d'aller dans le secteur Abiyarimana, si bien qu'au fil du déroulement de la guerre, le déroulement de cette tragédie, les médias, les ONG, toutes les associations ont développé une histoire qui n'a strictement rien à voir avec la vérité. Mais grâce à l'imposition
du mot génocide et du génocide que, donc d'un côté, le génocide des Tutsis, eh bien, ce mot-là empêche toute possibilité d'accéder à la vérité, parce que c'est toute l'armature sémantique autour de la Shoah qui est utilisée. C'est-à-dire, si vous voulez essayer ce que j'ai fait, ce que Charles a fait, c'est que obligatoirement, immédiatement, vous êtes attaqué avec des mots d'une violence absolue, c'est-à-dire c'est vraiment des armes de destruction. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Pierre, oui. On vous retrouve en Suisse pour une conférence sur le Congo, sur le génocide congolais. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Pierre Payan et Charles Onana. Ne pensez-vous pas que vous formez un trio d'écrivains iconoclastes? Je ne sais pas, ça dépend de tout un chacun. Le plus important pour nous était de parler de la situation au Congo et de ce génocide silencieux. C'est ça le plus important. Bon, le reste, si les gens pensent que nous formons un trio iconoclaste, je ne saurais quoi dire à ce propos. Le plus important, c'est que les gens qui sont venus ont eu accès au message, ils ont reçu notre message, ils ont apprécié. C'est ça le plus important. Parce qu'on a comme l'impression que vous voulez décorriger l'histoire, que vous devenez tous les trois des révisionnistes. Bon, le débat, ce n'est pas de savoir si on est révisionniste ou pas. On présente des faits et on attend de nos contradicteurs des éléments à tester, c'est tout. Des anathèmes comme révisionnistes, négationnistes, tout le reste, là, ça, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ça m'importe peu. Le plus important, c'est les faits et on essaie du mieux que nous pouvons, nous essayons de présenter des faits à tester et amplement documentés. Est-ce que c'est facile d'être Canadien d'origine congolaise et de critiquer son pays d'adoption, disons, les gouvernants de son pays d'adoption? Non, mais le problème, c'est pas de savoir si c'est facile ou pas. Moi, je ne fais que faire un travail intellectuel au sujet de ma deuxième patrie. J'ai observé certains faits et j'ai voulu quand même le répercuter en écrit. C'est ça le plus important. Bon, c'est sûr que ça ne peut pas plaire à certains, à d'autres ça plaît aussi, parce qu'il y a des Canadiens d'origine congolaise, il y a aussi des Canadiens, entre guillemets, de souche qui ont apprécié le livre. Donc c'est ça le plus important. Alors, vous êtes en Suisse, un pays important par rapport sur le plan géostratégique. Dans la salle, hier, il y avait un public à la fois congolais et suisse. Avez-vous comme l'impression que le message est bien passé et que ça fait le contrepoids de la propagande ambiante? Je pense que le message est passé, les gens ont apprécié. D'après les échos que nous avons eus, en tout cas, les gens ont beaucoup aimé. En fait, nous avons juste apporté une autre manière de lire l'histoire de cette partie. Moi, personnellement, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais j'essaie du mieux que je peux de présenter en fait, l'objet de mes recherches. C'est ça le plus important et je crois que les Suisses ont apprécié. Quelle est ta lecture, quelle est votre lecture plutôt des commémorations du 20e anniversaire de ce qu'on appelle les génocides rwandais? Non, les Rwandais ont le droit de commémorer. Ce sont des tragiques événements. Mais ce qui est quand même malheureux et curieux, c'est d'en faire un fonds de commerce pour des objectifs autres que la commémoration réelle des événements qui ont eu lieu en avril 1994 au Rwanda. Nous constatons simplement que dans la tragédie rwandaise, le gouvernement du Rwanda, qui est responsable, qui est co-responsable quand même des massacres, se sert aujourd'hui de ces malheureux incidents pour en faire un fonds de commerce et pour justifier sa politique prédatrice et sa politique du pire au Congo. Voilà. Vous venez, bon, malheureusement on se connaît, j'ai du mal à garder le vous indiqué dans une interview, donc vous venez de sortir un deuxième livre. En résumé, de quoi s'agit-il là-dedans? En fait, c'est la suite. Ou disons, présentez-nous votre livre, parce que moi, je l'ai déjà lu. Oui, en fait, c'est le Canada et le pouvoir Tutsi de Rwanda, 2 décennies de complicité criminelle en Afrique centrale. C'est la suite du premier bouquin, et donc j'apporte des éléments nouveaux sur l'implication du Canada, mais aussi de la place stratégique qu'occupe le Rwanda dans la stratégie états-unienne et canadienne dans la région des Grands Lacs. Et un autre livre en vue, apparemment, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui s'écrivent en même temps. Le prochain, c'est déjà quand? Sans tuer celui qui vient de sortir. Il y a un prochain livre très important sur le Congo, sur l'histoire géopolitique du Congo, qui doit sortir, si tout va bien, d'ici le mois de juillet. Et après, il y a un livre sur la Libye de Kadhafi aussi. D'accord. Et votre programme des tournées qu'on sort le prochain, c'est où?
Comme vous savez, je suis arrivé dimanche. Donc lundi, j'avais une conférence en France, à Paris, avec le Cercle des Aristotes. Mardi, j'avais une conférence à Bruxelles. Mercredi, j'ai rencontré la presse italienne. Jeudi, c'était avec la presse russe. Vendredi, hier, donc j'étais à Lausanne. Donc je rentre à Paris aujourd'hui. Lundi, c'est avec les amis de la Voix de la Russie. Et dans les jours qui viennent aussi, je suis suivi par des journalistes pour un film documentaire sur le Congo. Donc voilà, il y a plusieurs événements à venir en tout cas. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Je pense que les prédécesseurs ont abordé la question de manière assez explicite, mais bon, je veux poursuivre sur la même lancée. Le thème de ce débat, si je me rappelle bien, c'est un génocide silencieux. Pourquoi est-ce que malgré tous les crimes qui se commettent au Congo, la communauté dite internationale ne bouge pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tribunal pénal international pour le Congo, alors que dans le cas du Rwanda, on a mis en place un tribunal pénal international moins de 6 mois après la fin du génocide? Bonjour, M. Roger Poitiers. Bonjour, M. Maïzo. Vous avez organisé une conférence débat ici à Lausanne sur le Congo, un génocide silencieux. Quel bilan faites-vous de ces conférences débat? En tout cas, c'est un bilan positif. Je pense que nous avons obtenu plus que ce que nous attendions. Il y avait une forte mobilisation de notre communauté ici en Suisse, mais aussi nous avons fait déplacer en tout cas les Suisses eux-mêmes. Nous avons réuni à peu près 300 personnes. Ça, c'est quelque chose de très bien. Et puis nos orateurs ont été aussi très bien accueillis. Alors, cette conférence, contrairement à ce que j'ai dit avant, j'ai dit cette conférence, avez-vous prévu des mesures de suivi pour que ça ne puisse pas s'arrêter qu'au niveau de la salle, mais que le message puisse pénétrer la société suisse de Lausanne? Alors, je suis très heureux que vous puissiez poser cette question parce que justement, faire une telle manifestation, c'est pour qu'on puisse poursuivre dans quelque chose. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment de nous organiser pour pouvoir véritablement peser sur le destin de notre pays et notre peuple qui souffre. Donc nous devons absolument, donc après cette rencontre, nous allons faire d'abord un bilan et puis nous allons lancer des invitations pour nous retrouver avec un certain nombre de ténors, en tout cas de la communauté congolaise, et poursuivre, voir comment nous allons nous organiser pour pouvoir affronter les échéances qui viennent. Et heureusement que vous parlez d'organisation parce que dans la salle, quelques voix se sont élevées pour dire que vous avez joué jeu seul, c'est comme si vous avez tout organisé seul au lieu de vous associer avec les autres. Ben, si vous parlez d'organisation, je pense qu'il y a un progrès de votre côté. Bon, vous savez, pour ne pas commettre des erreurs, il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne rien faire. Mais quand on travaille, on doit commettre des erreurs. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que cette conférence, je l'ai annoncée le 18 janvier, quand nous nous sommes réunis, la communauté congolaise à Fribourg. Donc on ne peut pas dire que les gens ne savaient pas. Ensuite, j'ai lancé par voie de courriel, de mail, pour que les gens viennent, pour que nous puissions nous mettre ensemble. On a eu 2 organisations qui sont venues, 2 associations, Elengo et Don't Be Blind This Time. Donc nous avons travaillé avec ces 3, l'association suisse, l'association Congo Solidaire et ces deux associations. Donc j'étais pas seul. Ok, merci beaucoup. Juste qu'à la fois prochaine, n'oubliez pas de prendre des photos de notre génocide parce qu'on a beaucoup plus parlé de la cause du Rwanda, mais on a moins parlé de notre malheur, on a moins montré les photos. Cela aussi aurait eu un effet. Alors, je pense que là, effectivement, on va toujours corriger le tir. On doit améliorer les choses. Mais c'est vrai que la situation de notre pays aujourd'hui mérite toujours une lecture systémique. Vu que le malheur du Congo commence, en tout cas pour cette fois-ci,
commence à partir de ce qu'on appelle le génocide au Rwanda. Et donc, du coup, tout ce qui est agression provient du Rwanda, et donc on ne peut pas parler de la situation du Kivu et de l'Ituri sans pouvoir parler du Rwanda. Donc, et de l'Ouganda aussi, hein, et de l'Ouganda. Il y a le Burundi aussi, on peut aussi dire, effectivement. Okay. Vous avez assisté à la conférence animée par M. Pierre Péan, Effectivement, la conférence était assez intéressante, du moment que ça permet d'établir certains éléments de vérité dans la situation qui prévaut. Lors de cette conférence, c'est vrai qu'ils ont parlé de ce qu'ils avaient établi par rapport aux travaux effectués par eux, et ça nous a permis d'avoir une certaine idée sur les enjeux. Moi particulièrement, en ayant lu l'intitulé même de l'invitation, sur lequel il était établi qu'on parlerait de la situation du génocide au Congo, j'ai eu l'impression qu'on a beaucoup plus focalisé sur les responsables des 7 génocides qui ne seraient pas soi-disant, parce qu'en fait, le nombre de morts pourrait l'établir. Mais j'aurais voulu, moi, que ce genre de rencontres, conférences, puissent permettre d'avoir une idée beaucoup plus de ce qu'il faudrait faire que de continuer à établir la liste de ceux qui sont responsables de ce qui prévaut. Parce que là-dedans, nous avons focalisé sur les puissances, c'est-à-dire les intervenants. On focalisait sur les puissances mondiales, les commanditaires qui ont de nature ces intérêts-là, parce que c'est ce qui leur permet de rester comme une puissance économique mondiale. J'aurais voulu, moi, particulièrement, c'est vrai que ça n'a pas été un vin pieux, mais j'aurais voulu qu'on parle plutôt de comment le Congolais pourrait établir des stratégies d'avenir qui lui éviteraient de se retrouver à chercher des responsables de son malheur. Et là, c'est tout simplement parce que par rapport aux responsables de la situation catastrophique qui prévaut aujourd'hui au Congo, il n'y a pas que les étrangers. Je m'explique. Si on parle de cette soi-disant pouvoir fantôme qui régit le Congo, il est soutenu par des Congolais. Quoique à sa tête, nous avons l'impression, nous avons une information, ainsi que confirmation de la non-originalité par rapport à la nationalité même de ceux qui nous dirigent. Mais s'ils sont aidés par ceux qui ont cette nationalité, qui sont enfants de ces pays-là, alors à qui incomberait la faute? Le mouvement de la refonte de mentalité, du changement du système d'exploitation est en voie. C'est pourquoi nous remercions tous ceux qui ont, depuis un certain moment, crié haut et fort leur mécontentement ainsi que leur opposition au pouvoir usurpateur qui régit le Congo. Merci beaucoup, M. Bienvenu. Calva. Bonjour, Calva. Bonjour, Calva. Comme je l'ai toujours répété, tu es parti. On te devrait rappeler la question comment tu fais toujours pour être là. Tu as assisté à la conférence, c'est toi qui as posé, parce que c'est ta question qui a permis aux intervenants. Oui, ils ont l'air bien maintenant. Quelles sont tes idées?
comment j'ai fait? J'ai déjà dit que j'ai ma parole qui est un peu dire que partout les Congolais se réunissent pour le pays, on fera de notre mieux pour être là. Maintenant, vous allez remarquer que ce soir, Richard n'est pas là, pour des raisons familiales, et Ami aussi, Bongo Valentin n'est pas là. Donc, les impressions pour moi, j'ai dit que non, c'est une chance inouïe de se retrouver avec les trois interlocuteurs, les trois intervenants en même temps. C'est avoir une connaissance au mètre carré, on ne peut pas démesurer, on va dire. Et les organisateurs, je leur dis félicitations. On est en Suisse, bien sûr. On voit que les Congolais sont partout, en train de penser par là. Et vous organisez quand même beaucoup de choses en France. L'organisation suisse vous a-t-elle inspiré? L'organisation suisse nous a bien inspiré parce que déjà le cadre il est magnifique. Les organisateurs, même les gens qui ont été dans la salle, qui ont plus activés, pour comprendre les explications. On va voir les choses à ça. On va s'inspirer des gens ici et puis les invités en France qui viennent, j'espère qu'ils viendront. C'est quand même que nous on a fait. Et ils seront contents de voir aussi comment nous on s'organise. Merci beaucoup, Calvo. Voilà. Donc voilà les mots de la fin comme disent mes frères ici. Et je crois que non, vous êtes en Suisse, mais vous êtes toujours sur Terre et surtout en Europe. Moi je pense que non, la leçon à retenir et c'est la chose qu'on va faire prochainement, comme l'a dit notre frère Mbeko, pour moi synchroniser, arriver à ramener ces combats d'ici pour le faire transmettre au pays, trouver des associations combattantes, par les politiciens la classe civile, la société civile au pays pour essayer de faire une connexion, pour ramener cette revendication, cette indignation que nous ici en Europe on a, pour le ramener au pays pour qu'il y ait une vraie révolution. Parce qu'on peut attendre derrière l'ONU, comme l'a dit, ils nous ont expliqué, l'ONU en fait c'est la politique, l'accompagnement d'un système, d'une stratégie qu'ils mettent en place pour essayer de mettre la main sur chaque pays, nous, c'est à nous les Congolais, les avis sur le problème congolais, c'est à nous. Le Congo ne souffre pas des étrangers, le Congo souffre d'une position politique qui est minable et de son peuple congolais qui ne veut pas prendre en charge son destinée. Il compte sur les autres, mais c'est à nous de se réveiller. Mais je crois que non, il va mourir, on y arrivera. Merci Kawi. Merci Calvo. Bonjour M. Daniel Kende. Bonjour. Nous avons assisté à une conférence où on devait parler du génocide congolais. On a beaucoup plus parlé des commanditaires et des c'est le Rwanda. Le fait que l'aspect génocide congolais soit occulté dans tout ce qui s'est dit tous les jours, je pense que l'assistance qui était dans cette salle j'ai quand même envie de savoir réellement en quoi consiste les génocides dont on parle. Et que pensez-vous qu'on doit faire pour que le message passe, pour améliorer les choses, pour que ça change? Parce qu'apparemment, il y a eu une partie des Suisses dans la salle. Les Congolais, ils connaissent déjà les problèmes. Que pensez-vous qu'on peut faire par rapport à une population de Congolais pour qu'elle soit beaucoup plus sensibilisée qu'elle ne l'a été? Effectivement, l'exemple de ce soir en est une leitmotiv. Je pense que les organisations de ces gens, avec autant de sérieux, avec autant d'intervenants, de grande valeur, ne pourra que faire avancer disons, la connaissance de ce qui se passe. Il n'y a pas mieux que ça. Les Congolais, nous sommes assez désorganisés. Nous devons nous organiser. Nous devons placer la confiance en nous-mêmes pour pouvoir voir la lumière dans tout ce qui nous assombrit. Et je pense qu'encore une fois, les informations qu'on nous a transmises ce soir prouvent à suffisance. Si nous, Congolais, nous ne comptons pas sur nous-mêmes, personne d'autre ne ferait quoi que ce soit pour nous. Ni l'ONU, ni la soi-disant communauté internationale. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ils sont que des discours. J'ai aussi regretté, au passage, je pense que c'est la réponse qu'on aurait pu donner à la première question, qu'on n'ait pas pu parler du peuple congolais lui-même, de sa volonté lui-même. C'est passé des élections en 2011. Ces élections fit le fruit d'une longue lutte, d'un grand combat. Et
nous, Congolais, nous n'en parlons plus aujourd'hui. La communauté internationale, on sait déjà pourquoi il y a. Et d'ailleurs, les informations que nous avons recueillies dans cette salle nous démontrent très bien pourquoi ces élections n'intéressent pas la communauté internationale. Nous, Congolais, ça devait nous intéresser. Parce que la lutte n'a pas commencé hier ni après-hier. Ça a commencé, c'est une lutte de longue date. Qui a coûté des vies, des morts, des souffrances de beaucoup de gens. Arrivé à des élections, 2 jours après, c'est comme si rien ne s'était passé. On commence à parler à autre chose, de nouvelles élections, de la constitution, etc. On se perd. Donc il est temps pour nous Congolais de remettre nos pieds sur la terre pour savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous avons obtenu jusqu'aujourd'hui, et qu'est-ce que nous pouvons encore faire mieux pour que demain soit plus meilleur et voir nos rêves se réaliser. Merci beaucoup. Nous avons assisté à une conférence en Suisse avec une salle blindée et un public multiculturel, ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres pays d'Europe. Comment expliquez-vous cette phénomène? C'est un ratissage. Effectivement, Pasteur Fouati, qui est le secrétaire a essayé de voir ce milieu parce qu'il a essayé de faire paraître, parler de cette situation très confuse là, des génocides. Je crois que ça a intéressé un monde qui n'est pas toujours l'autre parce que notre monde n'est pas toujours habitué à des conférences. Quand vous appelez les gens à la conférence, ils ne viennent pas. Et quand il s'agit de l'organisation festive, là, ils viennent. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai été complet de voir tout le monde bien assister, comprendre ce qui s'est passé. Et selon vous, vous pensez que le message est passé? Le message est passé, mais il a manqué quelque chose de très important parce que vous passez le message. Et s'il y avait des images, moi je crois que ça pouvait être un grand message. Parce qu'on a parlé et puis on voit les conférenciers qui ont essayé de prendre beaucoup de temps. Et vous voyez, même pour avoir des réponses, des questions, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le temps. Parce que tout le monde avait l'intention de poser des questions. Le temps a été compté, donc ça fait que les gens sont partis sur leur soif. Je crois que la prochaine sera la bonne. Et puis j'essaierai de voir notre ami Fouati pour qu'il puisse mettre un peu les images qui font peut-être la sensation de comprendre que c'est le génocide, quelles sont les choses qui sont en train d'être vécues par les compatriotes. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir, M. Kéry. Vous venez de la Grande-Bretagne, vous êtes venu jusqu'ici en Suisse pour participer à cette conférence qui devait parler du génocide congolais, mais on s'est beaucoup plus focalisé sur ce qui s'est passé au Rwanda pour dénoncer les commanditaires et les sous-traitants. Et on n'a pas beaucoup parlé du génocide congolais. Êtes-vous déçu? Oui et non. Déçu puisqu'on n'a pas assez parlé de mon pays pour question de ces génocides. Mais au fond, il y a eu quand même, c'est pas semblant, mais cette volonté congolaise de pouvoir y aller un peu au fond du problème. Alors, comment trouvez-vous le public suisse? Moi, j'avais affaire à un public discipliné, multiculturel, qui est venu, qui a rempli la salle, ce qui n'est pas le cas dans d'autres grands pays, entre guillemets, du combat de la diaspora congolaise pour la libération du Congo. Qu'est-ce que vous inspire l'exemple suisse? Alors là, je vous parlais un peu de l'intégration. C'est ce qui est dit ici en Suisse, puisqu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui vivent ici. Lorsqu'on vous parle de l'intégration, il y a des mariages entre les Congolais et les Suisses, et dans l'entretemps, vice-versa. C'est ce qui fait que la population suisse est beaucoup plus attentive à la cause congolaise que partout ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de ménages interraciaux. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kéry. J'espère vous revoir très bientôt à Londres.
Avec plaisir. Merci beaucoup. Après avoir suivi les interviews, juste vous dire que leurs livres sont sur le marché. Celui de Patrick Mbeko, Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda, est sorti le 12 mars de cette année, est disponible sur toutes les plateformes, toutes les librairies en ligne. Donc vous pouvez l'acheter et le commander. Tandis que celui de monsieur Charles Onana, La France dans la terreur rwandaise, c'est sorti le 21 mars, déjà disponible chez tous les libraires. Merci à Nash4 TV pour les moyens techniques. Merci à Francis Franathan qui nous a assistés. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine et à très bientôt.